Alors, nous sommes de retour à l'antenne. Écoutez, on vous souhaite la bienvenue, bienvenue dans cette autre production, l'interview. Nous parlerons donc du premier visa, le tout premier visa. Belle expérience, vous le savez. Et je vous l'ai toujours dit d'ailleurs, il y a toujours une très belle histoire derrière chaque premier visa, premier voyage. Aujourd'hui, nous serons à Bruxelles. On va aller à Bruxelles. On sera avec Annie Christelle. Elle est journaliste, elle est blogueuse aussi. On parlera vers la fin de ce programme de son blog, de ce qu'elle traite. Je crois qu'elle parle du paranoïa et tout, quelque chose comme ça. On parlera de ça avec elle. Annie Christelle, bonne arrivée. Bonsoir Carlos, bonsoir tout le monde, Ça va? bonsoir aux abonnés. Oui, ça va, j'ai attrapé froid il y a peu, mais bon, ça va. Le Mhm. printemps arrive, le soleil aussi, c'est-à-dire, ciao le froid, Ouais. ça ira. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est terminé? Plus de masque, plus de distanciation, plus de... on va dire quoi? Le gel, j'ai failli dire hydroélectrique, mais hydroalcoolique. Plus de masque, c'est terminé là? Non, on va pas dire ça, hein, on va pas dire ça parce que oui, effectivement, on va dire à 80% maintenant, le masque n'est plus obligatoire. Mhm. C'est-à-dire, on est obligé désormais de ne porter le masque que dans des hôpitaux. Ouais. Mais, mais à part ça, non. Le masque en intérieur, c'est vraiment free, quoi. C'est plus une libération. Et aussi dans les transports, on est obligé de porter encore le masque dans les transports et les hôpitaux. Mais à part ça, le masque n'est plus obligatoire. Donc ça fait du bien, en fait. Tu as l'impression que tu revis. Mhm. Et c'est cool, quoi. Bon, et il y a une suspension du pass sanitaire. C'est pas l'abolition, hein, c'est qu'une suspension. Ça veut dire que si malheureusement les chiffres remontent, enfin, le protocole sera remis sur pied ou sera en marche à nouveau. Mais pour l'instant, ça va, quoi. Mhm. On revient un peu avec l'arrivée du soleil, les mesures, et c'est un peu C'est juste à, de petites mesures de... c'est juste à Bruxelles, juste en Belgique, ou bien c'est partout dans l'Union européenne? L'Union européenne, je ne vais pas dire ça parce que vraiment, ça dépend de chaque pays, tu vois. Mais bon, en France, par exemple, c'est lundi que tout ça sera mis en vigueur, Mhm. alors que nous, en Belgique, ça a été ce lundi. Mais on va dire que la Belgique fonctionne, bah, je n'ai pas envie de dire ça, mais c'est à peu près vrai. Ouais. Les mesures qui ont été prises en Belgique seront prises également du côté de la France. Mais c'est vraiment pas dans tous les pays de l'Union européenne, hein. Par exemple, en Hollande, comment je vais dire, c'est encore, on va dire, un peu plus strict que Mhm. les autres. Mhm. Donc, Ben, non, ça dépend vraiment du pays, quoi. C'est ben, pas l'Union européenne. on avait cru que Vladimir Poutine a tué le corona avec son actualité. Je n'ai pas Je compris. dis, on avait cru que Vladimir Poutine a tué le corona avec son actualité. Mais bon, Vladimir Poutine, oui, en fait, c'est ça, en fait. On va dire, Vladimir Poutine, on parle beaucoup moins du corona, un peu plus de avec, lui. avec ce qui se passe du côté de la Russie et de l'Ukraine, Mhm. mais il n'en demeure pas moins que le corona est toujours présent. Donc, Voilà. On te souhaite la bienvenue, Annie Christelle. Merci, nous sommes avec toi depuis Bruxelles. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue, vous aussi qui nous regardez, chers internautes. Vous êtes sur Mana officiel, que ce soit sur la page Facebook ou la chaîne YouTube. Merci de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler donc de notre interview sur le visa. Souvenez-vous, à la dernière émission, nous étions avec Yannick de Ton Repère. Il nous a parlé du visa B1, le visa de l'immigration pour les États-Unis. B1, c'est-à-dire pour visa visiteur. Voilà, aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un autre type de visa. Je rappelle que cette émission, c'est pour amener les Africains et les convaincre surtout de ne pas beaucoup dépenser lorsqu'ils veulent émigrer, n'est-ce pas, pour l'Occident, en passant par le désert, par la mer, parce que ça leur coûte un peu plus en termes de temps, en termes de finances et même parfois au sacrifice, n'est-ce pas, de leur vie. Alors que en écoutant les différentes histoires et les expériences, ils peuvent plutôt comprendre qu'il faut prendre, n'est-ce pas, le bon chemin qui, au finish, est moins coûteux parfois parce qu'on a les témoignages, mais alors qui démontrent qu'ils dépensent beaucoup d'argent qu'il n'en faut en prenant la voie normale. Alors, Annie-Christelle, nous parlons de quel type de visa? Quel est le type de visa qui t'a emmené à Bruxelles?
Alors, c'est un visa étudiant, tout simplement. Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce qu'il y a un nom? Vous savez, en Amérique, par exemple, tous les visas ont des noms. C'est-à-dire que visa visiteur, ça s'appelle B1, il y a les visas B2, il y a les visas, il y a la DV, il y a les visas, il y a plusieurs types. Est-ce qu'il y a un nom, un autre nom en dehors de visa étudiant? C'est A. Ah, le visa A. D'accord. Alors, allons-y donc dans la procédure. Comment ça se passe pour un Africain qui veut obtenir le visa A, le visa étudiant? Et puis, l'histoire va être c'est pour l'Union européenne ou bien c'est seulement pour la Belgique? Comment? C'est pour l'Union européenne ou bien c'est uniquement pour la Belgique? Il ne peut étudier et il ne peut rester pour cette durée de 1 an, vu que c'est ça que le visa étudiant accorde, en Belgique. D'accord. Mais avec ce visa-là, il peut voyager dans le Schengen avec ce visa. Très bien. Mais il ne peut pas s'y installer. Non, il peut Alors, transiter parce qu'il a le droit, mais il ne peut pas vivre dans un autre pays autre que la Belgique avec le visa étudiant belge. D'accord. Ça se passe comment, la procédure, s'il te plaît? Ah, comment tu veux? Tu veux que je commence vraiment Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un jeune a l'idée de vouloir prendre ce visa-là, il commence comment? À l'instant où il pense. Voilà. Ok, d'accord. Déjà, j'ai entendu à un moment, tu as parlé d'un Africain, s'il a envie d'aller faire des études en Belgique, comment il commence. Il faut déjà savoir que la procédure diffère hein, dans différents pays d'Afrique. Par exemple, l'Afrique maghrébine, pardon, c'est pas la même chose. Hein. D'accord. C'est vraiment pas la même procédure. Au Cameroun, je suis Christelle. J'ai l'idée d'aller continuer mes études en Belgique. Enfin, déjà, il faut savoir quel pays tu veux, tu vois. Parce que l'idée, c'est j'ai envie d'aller continuer mes études en Europe. Quel pays vais-je choisir? Moi, j'ai choisi la Belgique parce que la Belgique parle français. D'accord. Et il faut connaître ses lacunes, on va dire. Il faut connaître ses problèmes. Moi, je sais que autant je suis imbattable en français, enfin imbattable, je maîtrise très bien la langue française, autant une autre langue, faut pas me chercher parce que vous n'allez pas me trouver. Tout à fait. Donc, la Belgique me semblait appropriée parce que ça proposait également la formation que je voulais, contrairement à la France qui, même si je m'en serais bien sortie là-bas, ne proposait pas la formation que je voulais. Ce qui m'amène alors à ce que je vais dire par la suite. Il faut savoir exactement la formation que tu veux faire quand tu veux aller suivre des études en Belgique ou dans un autre pays d'Europe. Il faut déjà connaître tes qualités. La formation qui pourra en fait t'ouvrir des portes après ton diplôme. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller étudier, qui veulent venir étudier en Belgique, qui par exemple ont étudié géographie au Cameroun, mais qui postulent pour devenir ingénieur civil. Ça, c'est même si l'université t'accepte, tu n'auras jamais le visa parce que tu n'as pas les compétences qu'il faut. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je vais revenir maintenant à mon histoire. J'ai eu l'idée, c'était depuis 2016, on va dire, que je pensais à suivre mes études en Belgique, en Europe. En Europe. J'avais même commencé la procédure pour la France, mais après j'avais laissé tomber parce que au final, je ne sais pas, bon, je dis la vérité, il y avait un homme derrière tout ça. Et c'était assez sérieux entre nous. Je me suis dit, pour l'instant, je gagnais plutôt bien ma vie au Cameroun. Je me suis dit, mais pourquoi tu vas t'expatrier? Tu gagnes plutôt bien ta vie, tu es assez indépendante. Alors pourquoi tu voudrais aller en Europe? Je me suis dit, bon, je laisse tomber. Mais après, 2 ans après, c'est-à-dire, non, 2-3 ans, 2018, j'avais toujours, on va dire, un bon rythme de vie au Cameroun, mais je stagnais. Il faut savoir que moi, je déteste avoir l'impression de ne plus avancer. J'ai besoin d'être centrée dans l'apprentissage, dans la création de nouveaux projets. Et au Cameroun, j'avais l'impression de ne plus avancer. J'avais d'abord commencé à créer un blog. Tu m'as dit, on va en parler, un blog
paranormaux, qui traite de phénomènes paranormaux. On va revenir dessus plus tard. Mais jusque-là, j'avais vraiment l'impression de plus avancer, surtout que je savais que ce blog mis sur pied, ça allait vraiment m'aider justement à... Ça avait, comment je vais dire, ça avait décuplé cette envie pour moi de travailler dans l'édition, de travailler dans l'écriture, dans le livre et tout. Et du coup, j'ai recommencé à chercher dans en Europe, les universités qui me pouvaient me donner accès à cette formation-là. En France, j'ai regardé à nouveau du côté de la France. Malheureusement, il n'y avait pas cette formation. Surtout qu'en France, j'ai vraiment, on va dire, 60% de ma famille du côté de la France. Du coup, ça me semblait, c'était un peu évident pour moi d'y aller. Mais la France ne m'offrait pas la formation que je voulais. Et aussi, l'université que j'avais ciblée, on va dire, était assez éloignée de ma famille. Bon, j'ai dit, ok, on va regarder du côté de la Belgique. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte, ah ben tiens, la Belgique propose donc les formations que je veux. Ouais. C'est-à-dire la formation pour travailler dans le livre et l'édition. Sachant que moi, au Cameroun, j'ai une licence et un master en français études francophones, spécialité littérature et civilisation française. Donc vraiment tout ce qui touche la littérature et le français, on va dire. Tout à fait. Et vu que je voulais travailler dans l'édition, je me suis dit, il faudrait que je trouve une spécialité qui s'intéresse au livre et à l'édition. Et c'est comme ça que j'avais, sur Internet, j'avais regardé master en livre ou master en édition. Et là, direct, j'ai eu toutes les formations, cette formation que proposaient certaines universités de la Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, on parle 3 langues. Le français, le néerlandais et à une moindre mesure l'allemand. Mais vraiment, les langues nationales sont le français et le néerlandais. Ça veut dire donc qu'il y a des universités francophones et des universités néerlandophones. Je ne parle pas néerlandais, on est d'accord. Yeah. Du coup, toutes les universités néerlandophones ont été éliminées. Il faut procéder comme ça, il faut vraiment procéder par élimination. Tu prends du général au particulier, comme on dit généralement. Donc, j'ai mis de côté les universités néerlandophones, il ne me restait plus les universités francophones, on va dire, comme l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Mons, l'Université de Namur, et l'Université aussi de Louvain, même si c'est c'est du côté flamand, du coup du côté néerlandophone, mais cette formation, c'était en français. C'est en français, ouais. Donc, j'ai regardé donc les universités, j'ai essayé de regarder les cours que proposait la formation que je voulais. Et l'université de Louvain et l'université de Bruxelles proposaient déjà des cours que j'avais dans une certaine mesure déjà étudié au Cameroun. Donc, ça se suivait un tout petit peu, on va dire, c'était une sorte de continuité. Je me suis dit, ok, on va donc tabler pour l'université de Liège, pardon, c'est pas Louvain, c'est l'université de Liège, excuse-moi. De Liège, ouais. L'université de Bruxelles. Mais où j'ai été, et ça, je préfère le dire, je ne recommande à personne de faire ça, parce que je l'ai fait, mais c'était, il ne faut pas le faire. Ouais. J'ai regardé donc le processus de candidature pour les 2 universités, et je me suis rendu compte que l'université de Liège demandait beaucoup trop de documents que, il faut qu'on dise la vérité, que j'aurais eu du mal à avoir au Cameroun. C'était vraiment il faut exactement le nombre d'étudiants qui étaient dans ta formation, leurs notes, la moyenne que tu as obtenue, leur moyenne, l'ensemble des crédits que tu as eus. Ça, c'est possible de trouver, mais t'es arrivé avec combien de moyenne, t'étais sur quel, comment je vais dire, qui était le premier, le deuxième, le troisième, t'étais quoi? T'étais la première, la deuxième, la troisième ou la 10e. Enfin, l'université de Liège demandait vraiment des documents comme ça. On est d'accord qu'à l'université de Douala, malheureusement, ne procurait pas ces documents. Il avait fallu encore que j'aille vraiment demander des trucs. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, wow. J'ai fait quasiment 5 ans dans cette 4 ans dans cette université, je me suis dit comment ça fonctionne. Est-ce que je vais pouvoir trouver tous ces documents-là? La réponse était oui, tu peux, mais imagine le temps et l'argent que cela te prendra. Alors qu'une université libre de... Et en plus, ils demandaient en fait que ces documents soient transmis par voie postale, via DHL
ce qui est demandé encore de l'argent alors que moi, je n'avais pas vraiment un gros budget. Ça, c'est également la deuxième erreur qu'il ne faut pas faire. Quand vous décidez de commencer une procédure ici, il faut vraiment avoir un gros budget pour prévoir les imprévus parce que les imprévus, il y en aura toujours. D'accord. Alors finalement, j'ai porté mon choix sur une seule université, l'Université libre de Bruxelles. Et je le dis, il ne faut pas faire ça. Parce que si malheureusement, j'avais été, l'Université de Bruxelles ne m'avait pas accepté, mon parcours s'arrêtait là. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut avoir un plan B, c'est ça? Non, c'est pas un plan, enfin, c'est pas un plan B, c'est que il faudrait postuler au moins dans 3 ou 4 universités qui proposent la formation que tu veux. D'accord. La formation pour laquelle tu penses avoir des compétences. Je sais que j'avais des compétences en journalisme, en communication et en langue et littérature française. D'accord. Je pouvais postuler dans des universités qui proposaient ces 3 formations-là parce que mon cursus académique et mon cursus professionnel pouvaient me faire avoir une admission à ces universités-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'ai choisi la voie de la facilité. Mais si ça n'avait pas marché et que l'Université de Libre de Bruxelles m'avait dit non, je ne serais pas à Bruxelles à ce moment-ci, à l'heure où je te parle. Donc, vraiment, il faut vraiment postuler dans plusieurs universités pour mettre toutes les chances de son côté. Je ne sais pas si tu comprends maintenant ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est le, Christelle, est-ce que c'est le même processus pour les étudiants qui sont dans le privé? Est-ce qu'il y a une différence? Si tu étais comme parce que tes diplômes, ta licence et tout, c'est parce que c'était à l'université publique? Les étudiants qui sont dans le privé au Cameroun ou ici en Belgique? Qui veulent faire la procédure, oui. Qui sont en Afrique. Les étudiants qui viennent du privé au Cameroun et qui veulent aller dans les universités, enfin la procédure est la même, hein, c'est vraiment la même. La différence ici, c'est que ceux qui sont dans le privé, je pense que c'est plus, enfin, ce sont prenons un exemple, des formations, comment ça s'appelle? Des BTS, des trucs comme ça. Tout à fait. Moi, il faut aller dans les universités. La procédure reste la même. Hein. Sauf si tu veux venir, tu veux intégrer une haute école. Parce que l'université publique est différente de la haute école. La haute école, c'est un peu ce qu'on appelle au Cameroun des formations comme, je ne sais plus comment ça s'appelle, ISMA, ISA, enfin des trucs comme ça. Oui. Ici, on peut dire qu'on appelle ça des hautes écoles. Et même si la procédure reste la même, le Minerval, c'est pas le même. Hein. Le Minerval, c'est la pension. Tu vois? Ouais. Enfin, c'est quasiment pareil, quoi. Si à l'université publique, tu payes 50 000 au Cameroun, les institutions comme les privés, là, on est dans les 300 000, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors, Annie-Christelle, est-ce que cette procédure est valable pour des jeunes bacheliers, juste avec le baccalauréat? Oui, c'est la même chose, à une différence près. Moi, j'ai candidaté en master. En master, je n'ai pas besoin d'équivalence. L'équivalence, c'est quoi? C'est une équivalence, quand tu candidates en bachelier, tu dois obligatoirement fournir à l'université une équivalence de ton diplôme qui prouve que, vu que tu vas en bachelier, ça veut dire, bachelier ici, c'est la licence. Alors que des élèves qui viennent d'avoir le bac, des futurs étudiants. C'est ça. D'accord. Ouais. Ouais, donc, exact. Si tu viens d'avoir le bac au Cameroun et que tu veux candidater au niveau de licence, ici, quand on entend bien la licence, ici, c'est le bachelier. Donc, je vais dire bachelier. Si tu veux candidater en bachelier, tu dois fournir dans une équivalence qui prouve que tu as le niveau, justement, pour prétendre à suivre une formation de bachelier ici. C'est ça qu'on appelle une équivalence. Maintenant, quand tu demandes, tu fais la procédure d'équivalence, tu peux avoir soit une équivalence de type court, soit une équivalence de type long. L'équivalence de type court, ça veut dire que malheureusement, les notes que tu as obtenues pendant tes 3 dernières années du secondaire ou même d'universitaire, pour ceux qui ont commencé genre première ou deuxième année, si tu as une équivalence de type court, ça veut dire que tes notes ne sont pas suffisantes. Donc là, on va te donner une équivalence de type court. Tu pourras demander le visa avec ça, mais tu ne pourras pas être dans une université ici. Donc, tu vas aller dans ce qu'on appelle des classes préparatoires ou des promotions sociales. Mais si tu as une équivalence de type long, avec ça, tu peux prétendre
à une université. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que pour les bacheliers, il faudra que tu fournisses une équivalence de type langue. C'est avec ça maintenant que tu pourras candidater dans des universités ici en Belgique. Tout à fait. Alors, on va rentrer... Tu pourras candidater dans des promotions sociales. D'accord, tout à fait. Des formations préparatoires. Alors, on va rentrer dans la préparation et dans la composition du dossier pour la demande du visa véritablement. Mais une petite précision, est-ce que cette procédure est valable? Parce que nous sommes très suivis par... nous avons des followers du côté de l'Afrique de l'Ouest aussi. Ils sont très nombreux au Togo, en Côte d'Ivoire, voilà, au Bénin aussi, au Burkina Faso. Alors, est-ce que cette procédure, on peut dire qu'elle est valable pour toute l'Afrique francophone? Alors, je vais dire oui et non. Oui et non parce que sur le fond, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose. Mais sur la forme, non, parce que ce qu'on peut demander, par exemple, à des Togolais, des Congolais, c'est peut-être pas la même chose qu'on va demander à des Camerounais. Pourquoi? Donc, vraiment, c'est pour ça, en fait, que il y a Campus Belgique. Je pense que tout le monde sait ce que veut dire Campus France. Parce qu'au Cameroun, par exemple, Campus France fait des publicités. Enfin, tout le monde sait ce que c'est. Enfin, pas tout le monde, mais certains étudiants qui veulent aller poursuivre les études en Europe savent très bien ce que c'est que Campus France pour aller poursuivre les études en France et tout. Donc, ici, au Cameroun également, depuis quelques années, 4-5 ans, si mes souvenirs sont bons, ils ont mis sur pied Campus Belgique. Donc, Campus Belgique, maintenant, c'est ça qui encadre un peu, on va dire, la procédure ta procédure. Et je sais que les règles sont différentes selon les pays. Le fond est le même, mais la forme, non, c'est ça. Ça ne sera pas la même chose. On pourra demander des documents à des Camerounais qu'on ne demandera pas à des Congolais et vice-versa. Donc, non. Il faut vraiment que les étudiants se rapprochent de Campus Belgique, de leur pays, pour être vraiment sûr de tous les documents qu'il faudra produire. D'accord. Allons-y donc sur la préparation du dossier proprement dit. Il est composé de quoi et quoi? Donc, quand tu choisis dans une université, l'université va te demander de produire un certain nombre de documents. Ça va passer par tous tes relevés de notes, tes attestations de réussite et tes diplômes. Si tu n'as pas encore le diplôme, tu vas devoir fournir une attestation de non-délivrance de diplôme. Moi, c'est ce que j'ai fourni pour mon diplôme du master parce que je ne l'avais pas encore. Mais le diplôme du bac est obligatoire. Donc, voilà, déjà, c'est très important. Il faut déjà que tu aies tous tes relevés de notes, comme on dit, et tes diplômes. Et aussi, si tu as un parcours professionnel, si tu as suivi en parallèle de tes études ou même après tes études, tu as eu un travail ou tu as fait des stages, il faudrait que tu fournisses justement, ça s'appelle des attestations de stage, des contrats de travail ou bien oui, c'est ça en fait, tu dois fournir tout ça pour qu'on sache il demande vraiment tout ton parcours académique et professionnel au Cameroun. Moi, par exemple, je pense que c'est ça qui a pesé dans la balance pour moi. Enfin, les deux ont pesé, mais vu que je voulais une formation en édition, même si mon diplôme, le master que j'avais au Cameroun, c'était la littérature française, je prétendais quand même à une formation qui concerne l'édition. Tu sais que je tiens un blog. Tout à fait. Même paranormaux. Ça a beaucoup joué dans mon dossier parce que même quand je suis arrivée ici, et que j'avais rencontré la présidente du jury de ma filière, c'est-à-dire celle qui décide si tu es accepté ou pas dans son université. Et quand elle était ma professeure, on parlait d'un cours et je lui ai dit que oui, je tiens bien. Elle m'a dit, ah mais oui, je me rappelle de votre dossier. Vous avez écrit ça dans votre lettre de motivation parce qu'il faut une lettre de motivation. Tu dois parler de tes motivations, de pourquoi tu veux intégrer cette université et tout. Elle m'avait dit, vous aviez... vous avez marqué le nom de votre blog et j'étais allée regarder et j'ai trouvé ça intéressant. Donc vraiment, ça joue beaucoup en fait de mentionner tout ce que tu as eu à faire. Moi-même parce que là il y a une certaine plateforme en ligne que tu dois remplir. C'est ça aussi qui est bien avec l'Université libre de Bruxelles, c'est que tu n'as pas besoin d'envoyer des documents via la poste et tout se fait en ligne. Moi j'ai rempli parfois qu'il y a un moment où j'étais vendeuse de bijoux et tout parce qu'il faut justifier toutes les années à partir du moment où tu as eu
ton baccalauréat jusqu'à l'année à laquelle tu postules. S'il y a des trous, si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas étudié, ton dossier ne sera pas valable parce qu'ils vont dire entre, je donne un exemple bête, hein, entre 2012 et 2015, qu'est-ce que tu faisais? Si tu n'as pas étudié, tu n'as pas travaillé, qu'est-ce que tu faisais? Ils ont besoin de savoir vraiment que ton projet est pensé depuis fort longtemps, depuis le moment où tu es entré à l'université. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Donc, tu dois fournir donc tous ces documents-là et après tu les remplis en ligne, du coup, via la plateforme d'inscription pour les HUE. HUE, c'est hors Union européenne, c'est-à-dire étudiants hors Union européenne. C'est valable pour l'Asie, l'Afrique, vraiment des étudiants qui ne sont pas européens, on va dire. Donc là, tu remplis tous les éléments qu'ils te demandent et là, tu soumets ton dossier et tu attends simplement la décision de l'université. Cette partie de la procédure est pour remplir, on va dire, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est vraiment l'accès aux documents. Par exemple, pour avoir ma non-délivrance de diplôme, je ne te dis pas les tours que j'ai dû faire à l'université de Douala. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on sait tous comment ça se passe. Mais j'ai dû batailler pour avoir tout ça, pour quelque chose qui devrait normalement, en un claquement de doigts, je devrais normalement l'avoir en quoi, 2-3 secondes, mais j'ai bataillé pour l'avoir en fait. Il faut aller à la mairie, certifier les documents parce qu'ils veulent tes diplômes ou les relevés des notes. Tous les documents que tu dois fournir doivent être certifiés. Avant, ils demandaient que ce soit certifié uniquement par la mairie. Et du coup, ils se sont rendus compte que malheureusement, beaucoup d'étudiants fournissaient des faux documents. Du coup, ça doit être non seulement certifié par la mairie, mais également par l'université où tu as obtenu ces diplômes-là. C'est encore un autre parcours du combattant pour aller dans les universités, pour pouvoir pour pouvoir certifier ton diplôme. C'est vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'on demande généralement aux étudiants de s'y prendre très tôt. Parce que malheureusement, la procédure en Belgique a ce qu'on appelle l'Office des étrangers. L'Office des étrangers, c'est quelque chose que... Ah, comme on dit souvent, c'est au bord du suicide. Mais c'est vrai parce que tu peux engager ta procédure, tu donnes... comment je vais dire? Tu déposes ta demande de visa en juin et quand ça va à l'Office des étrangers, tu peux avoir une réponse, ton dossier est à l'Office des étrangers, tu peux avoir une réponse en un jour ou tu peux avoir une réponse dans les 7 mois. Waouh! Et c'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre très tôt. Moi, je me rappelle, le 19 juin, j'avais déjà déposé ma demande de visa pour la rentrée de septembre. Juin de quelle année? En quelle année là? 19 juin, quelle année? Pour l'année 2019. 2019, ok. Et tu vois, je l'ai déposé en juin. Mais c'est quand même en septembre que c'est quand même en septembre que j'ai eu ma réponse. C'était même proche. Juste 2 mois. Juste 2 mois, 2-3 mois. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il faut... Moi, je m'étais engagée très tôt. J'ai déposé très tôt, mais je suis quand même allée à l'Office des étrangers. Mais après, j'avais compris pourquoi j'étais allée à l'office. J'étais allée à l'office parce qu'ils avaient retrouvé, tu sais, c'est l'Union européenne, c'est un peu comme des fils qui s'entrelacent, tout est connecté. Ils ont bien vu que j'avais commencé une procédure de demande de visa pour la France que j'avais arrêtée. C'est pour ça que mon dossier allait à l'Office de l'étranger parce qu'ils devaient avoir une réponse de pourquoi elle a commencé là-bas et elle n'a pas fini ici. Elle n'a pas fini avec eux, pourquoi elle a laissé et elle est venue chez nous. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, il faut faire vraiment attention à tout ça. Donc, quand tu as tous ces documents et que tu candidates, tu attends la réponse de l'université. Les candidatures pour les inscriptions pour les universités belges, c'est comme pour les universités publiques. Parce que pour le privé, malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que ça parce que je suis dans le public, je ne suis pas dans le privé. Le privé également, ça diffère un peu. C'est donc du 7 février, du 12 février au 30 avril. C'est dans ce laps de temps que toutes les candidatures doivent arriver. Si c'est avant, c'est pas recevable. Si c'est après, c'est pas recevable. Et tu peux avoir, si tu as de la chance, moi j'ai eu de la chance, je ne me rappelle plus très bien en quel mois, j'avais candidaté à l'ULB, mais j'avais reçu une réponse assez rapide, ce qui m'a permis justement
de commencer la procédure pour le dépôt de visa assez rapidement. Mais malheureusement, à partir de mai, quand tu reçois, surtout pour la Belgique, hein, une réponse d'une université à partir de mai, tu es déjà, on va dire, dans le retard parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une grosse affluence. C'est vraiment la fin des... c'est la fin vraiment c'est vraiment à ce moment que les universités sont on va dire les universités sont retardataires. Ça veut dire il y a au moins 1000 étudiants minimum, je dis bien minimum 1000 étudiants qui sont dans la même situation que toi. C'est comme ça que les rendez-vous à Campus Belgique sont déjà remplis. Tu te retrouves en février à avoir un rendez-vous pour Campus Belgique en septembre, sachant que ta rentrée en septembre. C'est très compliqué pour enfin, c'est pas compliqué, mais le temps vraiment, ça peut être ton allié comme ça peut être ton pire ennemi dans la procédure pour aller en Belgique. Donc, il faut vraiment faire attention à commencer vraiment très, très, très tôt. Moi, en novembre, je savais déjà, parce qu'il faut se renseigner dès la base. Moi, en novembre, quand je me suis dit, OK, Christelle, c'est bon, ta décision est prise, tu vas continuer tes études en Belgique. Je passais des journées dans des cybercafés parce qu'à ce moment-là, j'avais un problème avec mon ordinateur pour recueillir toutes les informations dont j'avais besoin pour commencer, pour que dès que le 12 février arrive, que j'ai tout ce qu'il faut dans mes mains pour candidater. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Je vois, j'ai par exemple des personnes qui m'ont approché, quoi. Il n'y a pas une semaine, j'ai quelqu'un qui m'a approché pour dire je veux faire des études en Belgique. Et il n'avait encore rien cherché. Il ne savait pas la formation qu'il voulait, il ne savait pas l'université qu'il voulait. Mais avec ça, tes chances déjà sont réduites de 40% parce que tu n'as pas le temps pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Donc, à partir du moment maintenant que tu reçois une réponse de l'université, si elle est négative, rendez-vous l'année prochaine. Si elle est positive, c'est à ce moment-là que la deuxième procédure commence et ça aussi, elle est compliquée. Parce que là, il faut réunir tous les documents qu'il faut pour déposer ta demande de visa. En 2019, c'était VSF, c'était l'organisme qui se chargeait de recevoir les demandes de visa de la Belgique, pour la Belgique. Alors, Annie-Christelle, lorsque tu as déposé, lorsque tu as eu l'accord de l'université, ça veut dire que tu reçois une lettre qui donne l'accord. C'est cette lettre qu'il faut imprimer et faire simplement une demande de visa qui n'est plus compliquée. Non. C'est pas une lettre qu'il faut imprimer. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une adresse valide. Parce que tu as besoin de la lettre papier pour aller déposer ta demande de visa. Il faut avoir vraiment, en termes de pourcentage, il y a par exemple que 10% d'étudiants qui ont vu la lettre numérique, c'est-à-dire imprimée, acceptée, parce que l'université envoie toujours la lettre publique. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais eu la chance d'avoir un ami ici en Belgique, et c'était son adresse que j'avais donnée pour la réception de courrier qui m'était destiné ici en Belgique. Ce qui fait que quand il a reçu ma lettre d'admission de l'Université libre de Bruxelles, il a trouvé le moyen de me l'envoyer au Cameroun par quelqu'un qui se déplaçait pour le Cameroun. Et c'est comme ça que j'étais allée jusqu'à Yaoundé, là. J'avais fait le déplacement de Douala pour Yaoundé pour récupérer ma lettre papier, pour faire ma procédure de visa. Sinon, non, tu ne sais pas demander un visa si tu n'as pas la lettre d'admission, comment on va dire? C'est quoi le mot encore? Le document papier. Voilà, le document papier. Si tu ne l'as pas, ça va être compliqué pour toi que ton dossier soit accepté, hein, surtout quand on connaît nos frères. Tu vois. Alors, une fois que tu as dans ce document, la procédure elle devient plus simple. Alors, il faut juste faire la demande de visa normale. Non, elle ne devient pas simple, hein. Ça, bon, déjà, c'est quand même une grosse avancée, mais ta procédure devient simple quand tu as la prise en charge. Parce que la prise en charge, c'est vraiment, c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles à obtenir pour un étudiant étranger. Qu'est-ce que c'est, la prise en charge? La prise en charge, en fait, c'est un document qui stipule que tu as des ressources suffisantes pour vivre en Belgique.
Quand je partais du Cameroun, elle était à 644 € par mois. Donc, tu dois justifier d'un montant de 644 € par mois pour pouvoir vivre en Belgique. Je sais que maintenant, elle est maintenant dans les 674 €, 674 €, si mes souvenirs sont bons, dans ces eaux-là. Mais moi, vu que la vie devient chère, ça augmente. Mais moi, c'était 644 €. Alors, la prise en charge, en fait, tu peux l'avoir de plusieurs façons. Soit tu l'as par quelqu'un qui n'est pas un membre de ta famille. Ça peut être un ami de la famille enfin, un ami de la famille ou simplement un beau-frère, une belle-sœur. Mais il doit automatiquement vivre dans le territoire Schengen. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut qu'il soit domicilié dans l'Union européenne. Et il faudrait qu'il puisse gagner, comment je vais dire? Il faut déjà que dans ses ressources, il soit capable de te donner 644 € par mois. Parce que c'est lui c'est ce qu'on appelle le garant ou la garante. D'accord. Donc, c'est lui qui signe la prise en charge, disant que moi, voilà, je m'engage à soutenir cet étudiant pour la durée de ses études ou pour 1 an d'études. Ça dépend parce que la prise en charge, elle peut durer toute la durée de tes études ou alors juste 1 an et après tu renouvelles au fur et à mesure. Moi, elle dure toute la durée de mes études, donc ça, c'est tranquille. Donc, ce garant doit être capable de te donner 644 € tous les mois et il doit gagner, je crois, 2300, je ne suis pas sûre des chiffres, je suis désolée, mais je crois que c'est dans les 2000 € à lui, ou 2000 € à lui tout seul. S'il a des enfants, il faut que le salaire soit augmenté de 150 € par enfant, plus les 644 € qu'il te donnera tous les mois. Donc, il faudra que ce soit un garant qui gagne assez bien sa vie, on va dire. C'est ce qu'on appelle le garant solvable. Si malheureusement, il n'est pas capable, ton garant ou ta garante n'a pas ce salaire-là, il ne peut pas être ton garant parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas prendre soin de toi. Donc, c'est ça, en fait, la prise en charge. Donc, ton garant, s'il n'est pas un membre de ta famille, doit obligatoirement vivre dans le territoire Schengen. Mais, s'il ne vit pas dans le territoire Schengen, il doit obligatoirement être membre de ta famille jusqu'au 3e degré. Le 3e degré, c'est vraiment les tantes ou les oncles. Il faut vraiment qu'il ait un lien de sang. Et ce lien de sang doit être prouvé. Ça peut être par les actes de naissance, mais ça doit être prouvé. Avant, ils ont un peu durci les mesures cette année parce qu'avant, ils s'en foutaient un peu que tu sois un membre de ta famille à partir du moment où il était capable de te prendre en charge, on va dire, ça passait. Mais s'il n'était pas capable, maintenant, s'il n'est pas dans le territoire Schengen, il faut vraiment qu'il soit un membre de ta famille. S'il ne l'est pas, c'est compliqué pour toi. Maintenant, il y a ton garant, il peut aussi vivre au Cameroun. Hein. Ça peut être tes parents, enfin un de tes parents, ton grand frère, quelqu'un qui vit au Cameroun, mais là, ça devient compliqué parce que là, on parle de salaire qui se compte en termes de millions. Parce qu'on sait qu'en euros, c'est 650 francs. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que tu verras que la plupart des étudiants vont avoir des garants qui vivent soit ici en Europe, soit en Amérique ou en Asie, mais vraiment qui peuvent prétendre à un salaire assez confortable pour pouvoir te prendre en charge. Généralement, au Cameroun, on sait que le salaire pour atteindre les millions, c'est pas évident. Tout à fait. Voilà. Alors, on va aller, Annie-Christelle, on va aller un peu rapidement parce que là, on a déjà tourné 40 minutes. On ne doit pas déborder l'heure. On va aller rapidement. Le reste, parce que les débats vont continuer dans les commentaires. Attends, je voudrais juste ajouter quelque chose. À partir de cette prise en charge, à partir du moment où tu l'as et que tu as ta lettre d'admission, le reste, la constitution des dossiers, c'est tranquille. Hein. Ils vont juste te demander les originaux de tes diplômes, de tes relevés de notes. Et ils vont te faire passer, tu dois prendre le rendez-vous à Campus Belgique. Tu vas arriver au rendez-vous en Campus Belgique. Ils vont te faire passer un entretien oral et écrit. L'entretien écrit, c'est un document qui te demandera pourquoi tu vas aller étudier en Belgique, quelles sont tes motivations, quelles sont les matières que tu étudieras quand tu seras en Belgique. C'est pour ça qu'on demande aux étudiants de très bien connaître leur cursus parce que malheureusement, il y a des étudiants qui arrivent en entretien, on leur dit, c'est nous trois matières que tu feras quand tu seras en Belgique dans ta formation.
Ils ne savent pas. Tu peux savoir. Si tu as un avis défavorable de Campus Belgique, à 90%, tu n'as pas le visa. Ça, c'est clair. C'est pour ça que moi, mon entretien avec Campus Belgique, je l'ai étudié comme si j'allais passer un examen à l'école. Hein. Très important. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. À partir du moment où tu prends rendez-vous pour Campus Belgique, tu fais le rendez-vous, tu ramènes tes documents, il te passe, il te dit, enfin, tu passes l'entretien. À partir du moment où tu as l'entretien, là maintenant, tu peux, cette fois-ci, demander un rendez-vous à VSF. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais avant c'était VSF. Et ce jour-là, maintenant, on te donne un rendez-vous. Tu peux aller déposer ton visa, ta demande de visa et tu attends. Voilà. D'accord. Mais quand tu as traversé toutes ces étapes, la demande de visa, le pourcentage est assez élevé pour que tu l'obtiennes. Je n'ai pas très bien compris la question. Alors, une fois que tu as traversé toutes ces étapes, tu as eu donc la prise en charge, tu as eu la lettre d'approbation de l'université et tu as composé ton dossier, tu as fait l'interview et tu demandes maintenant le visa. L'obtention du visa est garantie quand même, non? Un pourcentage assez élevé. Non. Ce n'est pas garanti du tout. Parce que je connais plein de personnes qui avaient, on va dire, un bon dossier, mais qui n'ont pas eu le visa. En fait, ce qu'on dit généralement que le visa, c'est la chance, c'est pas faux, hein. C'est pas faux parce que c'est vraiment selon le bon vouloir de la personne à l'office des étrangers qui aura, enfin, la personne chargée d'étudier ton dossier. Ici en Belgique, c'est vraiment... j'ai pas envie de dire c'est dans son bon vouloir. Déjà, il va chercher à savoir si tu as vraiment les capacités qu'il faut, si tu as les notes qu'il faut. Ta lettre de motivation également va beaucoup jouer. Il doit déceler vraiment que tes motivations sont bonnes. Et comme je l'ai dit, Campus Belgique est là aussi parce que Campus Belgique, c'est le premier filtre. Campus Belgique te posera donc beaucoup de questions. Je ne vais pas dire des questions pièges, mais des questions réalistes de ton projet d'étudiant en Belgique. Donc, si ton avis est favorable, oui, je peux dire qu'à 80%, tu es sûr d'avoir, enfin, on n'est jamais sûr, mais tu peux avoir ton visa à 80%, tu vois. Et c'est un visa pour 1 an? Oui. Renouvelable à chaque fois. Non renouvelable. C'est pour ça que, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres pays, mais en Belgique, c'est un an renouvelable. Renouvelable tant que tu es étudiante? Oui, tant que tu es étudiant et que tu réussis, hein, parce que il suffit pas d'être étudiant. Si par exemple tu es en master de 120 crédits, si tu peux pas faire 5 ans en master, ils vont te dire, oh, il y a un souci. Il faudrait que par exemple en 2 ans, que tu aies au moins réussi à valider 60 crédits. En 3 ans, 90 crédits. Si tu ne les as pas fait, il faudrait que tu aies maximum 1 année d'échec. Parce que après, si tu as déjà 2 années d'échec où tu ne peux pas, tu n'as pas validé tes crédits au bout d'un certain nombre de crédits, au bout d'un certain nombre d'années, tu peux recevoir, tu as une lettre d'avertissement ou une lettre d'explication en mode qu'est-ce qui se passe. Ok. Ok, alors nous restons donc dans la procédure du visa. Là c'est déjà pour celui qui est déjà entré et il est en train de fréquenter. Alors parlons des coûts. Et ça va être la dernière partie de l'interview au sujet pour le visa. Parlons des coûts. À combien est-ce que tu évalues tout ça en France, que ce soit en francs CFA, en euros ou en dollars, de la procédure de bout en bout? Sans compter le billet d'avion, bien entendu. Ah, moi, je peux te répondre facilement parce que je suis quelqu'un d'assez organisé et du coup, j'ai vraiment... mes dépenses, je les ai vraiment mis dans un carnet. Plus les imprévus aussi. Moi, je suis... Après, comme je l'ai dit, hein, je vais pas te mentir. Moi, ma procédure, elle était relativement facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ont eu des difficultés. Par exemple, l'Office des étrangers qui ne répond pas à temps. Et il y a la rentrée qui a commencé. Il faut payer un avocat pour faire pression à l'office. Il y a beaucoup de choses. Moi, ma procédure, je l'ai évaluée, les imprévus compris, j'en ai eu pour 800 000 francs. 800 000 francs, CFA. 800 000 francs, ce qui est relativement, je vais le dire, pas cher du tout. Hein. Tu as inclus les frais de visa? Vraiment, j'ai dit, là, c'est hormis hormis le billet d'avion. Hein. Ouais. Vraiment, toute ma procédure comprise, j'en ai eu pour 800 000 francs. Et 800 000 francs, j'ai arrondi en plus, hein, je ne vais pas te mentir.
voilà. Pas mal. Pas mal. C'est plutôt flexible. C'est 800 000 francs. Mais après, je sais déjà que ça... Je crois peut-être que c'est peut-être un monté un peu plus haut. Pourquoi je dis? Par exemple, n'oublie pas que moi, j'ai candidaté en master, tu vois. Donc, déjà, je n'ai pas eu à payer l'équivalence. L'équivalence, je crois que c'est dans les 150 €. Des trucs comme ça. Quoi d'autre? Je n'ai pas eu à envoyer des dossiers par la poste, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Les 800 000 francs, vraiment, et comme j'ai dit, c'est vraiment que j'ai rajouté plein d'imprévus dessus. Ah, mais tiens, il y a un professeur ou alors il y a quelqu'un à l'université qui m'a demandé de l'argent pour tel document. Ok, je sors 20 000, je donne. Vraiment, j'ai pris tout ça en compte, hein. Mais si tu veux vraiment la procédure pour des personnes qui sont peut-être un peu plus difficiles, moi, je penserais vraiment, ce que je recommanderais à des étudiants, hormis le billet d'avion, toute la procédure, c'est pour être sûr de ne pas être pris par le manque d'argent, de ne pas être ralenti ou complètement stoppé par le manque d'argent. Prévoyez quand même 1 500 000. Au moins, vous êtes sûr que vous rentrez dans tout, quoi. Alors, c'est vraiment juste pour être sûr, quoi. Voilà, alors très bien, merci beaucoup Annie-Christelle, vraiment ça a été détaillé, très bien expliqué. Je rappelle que si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, on sera là pour répondre. Elle aussi d'ailleurs, puisqu'elle est sur la toile, elle pourra aussi venir répondre à certaines de vos questions. Alors Annie-Christelle, véritablement avec... Oui, vas-y. J'ai encore une dernière chose à ajouter, s'il te plaît. Moi, j'ai candidaté dans les universités, c'était complètement gratuit, hein. C'est vraiment gratuit. Mais depuis l'année dernière, je crois qu'il y a certaines universités qui demandent maintenant 200 € pour étudier le dossier. Donc, prévoir ça aussi. Les privés ou le public? Le privé ou le public? Pour les frais de dossier, pour les frais d'études de dossier, certaines universités demandent maintenant 200 €. Si tu obtiens le visa, quand tu arriveras en Belgique, si ta pension, c'est ça, la pension, ça s'appelle le Minerval ici en Belgique. Si ta pension devient n'importe quoi, c'est 500 €, tu paieras seulement 300 € parce que tu avais déjà payé 200 avant. Mais si tu n'as pas le visa, les 200 € sont perdus. Donc, je voulais juste préciser ça comme ça. Alors, la question était de savoir, c'est pour les universités publiques ou privées, les frais de dossier? Les frais, je pense que c'est pour toutes les universités. Avant, il n'y avait pas ça dans les universités publiques, mais maintenant, elles sont arrivées. Donc, je crois que c'est vraiment pour toutes les universités. Prévoir. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même prévoir un bon budget pour éviter d'être stoppé net dans son élan à cause de l'argent, quoi. Après, également, il y a des étudiants qui prennent les services de démarcheurs, on va dire, des étudiants qui sont ici et qui font toute la procédure à leur place. Et voilà, et après, ils payent, quoi. Mais là, il faut faire également attention aux charlatans, aux arnaqueurs, parce que moi, j'ai eu un membre, je pense qu'il est dans la même plateforme que nous, sur WhatsApp, qui est venu vers moi et qui m'a parlé. Je me suis rendu compte que malheureusement, les services de la personne qu'il avait engagée, c'était de l'arnaque, quoi. C'était mais beaucoup trop cher. Mais malheureusement, le mal était fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner, vraiment. En tout cas, pour les abonnés de Carlos, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous donnerai toutes les informations qu'il faudra, n'hésitez pas. Sur YouTube, je vais répondre. S'il y a des commentaires, je vais réagir. Et comme ça, ces personnes pourront me contacter. Je leur donnerai, parce que j'ai toute la procédure justement dans un PDF. Je leur donnerai toutes les informations et voilà. Alors, Annie-Christelle, étudiante à l'université de Douala, aujourd'hui étudiante. On va rappeler ton université? L'université libre de Bruxelles. Alors, aujourd'hui, avec un peu de recul, et ça va être la dernière question sur le sujet, qu'est-ce qui, selon toi, a véritablement joué en ta faveur? Je pense que c'est ce qui a joué en ma faveur. Je pense que c'est mon parcours professionnel et Campus Belgique, mon entretien avec Campus Belgique. Parce que je vais pas mentir, hein. Je vais pas non plus parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des universités qui demandent 14 de moyenne au baccalauréat, 14 en licence, 14
en master pour pouvoir prétendre à étudier, pour pouvoir étudier chez eux. Moi, j'ai pas eu des 14 comme ça, mais j'ai quand même été, par exemple, l'Université de Libre de Bruxelles demandait un 13 sur 20 ou un 14 sur 20, je ne sais plus, au baccalauréat pour étudier dans cette université. Moi, j'ai eu la mention pitié, hein. Mais j'ai quand même réussi à accéder à l'université parce que mon cursus académique et mon cursus professionnel a joué en ma faveur. Et surtout, je ne vais pas vous mentir, j'avais une bête de lettres de motivation parce que c'est justement la formation que je voulais faire. Donc, je savais exactement ce que la formation proposait, les débouchés. Je m'étais hyper bien renseignée. J'avais un projet professionnel en béton. La preuve, le jury me l'a dit. Là, ouais, la présidente. Elle m'a dit, votre lettre de motivation, elle était vraiment top, quoi. Donc, voilà, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire et vous donner les moyens. Il faut prouver, en fait, que vous êtes capable de le faire. Moi, on m'a dit, ouais, tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas eu les moyens, la moyenne qu'il faut. Mais aujourd'hui, je suis là. Voilà. Alors, Annie-Christelle, merci. Oui. Merci à toi. Mais je peux quand même toucher un mot sur mon blog. Tout à fait, tout à fait. On a prévu ça aux internautes. Tu nous présentes ton blog et ton actualité. Alors, j'ai réouvert depuis 2 semaines déjà le blog La Grotte de Trèves. Il faut dire que je ne l'avais plus actualisé pendant 1 an parce que à la mort de mon père, j'étais vraiment pas bien. Du coup, j'ai vraiment mis de côté tous mes projets. Mais à l'anniversaire de l'année anniversaire de sa mort, j'ai décidé de recommencer. Donc, vous pouvez aller regarder, aller lire mes articles sur www.lagrottedetreize.blog.wordpress.com ou alors me suivre sur Facebook, Annie-Christelle Ketchanké, ou sur la page Facebook La Grotte de Trèves. C'est simplement un blog qui traite de phénomènes paranormaux. Si vous aimez bien le paranormal, les fantômes, l'envoûtement, la sorcellerie, moi j'en parle parce que j'adore ça. Si vous êtes témoin ou victime de phénomènes paranormaux, vous pouvez également me contacter pour que je puisse raconter vos histoires. De toutes les façons, je vais envoyer toutes les informations à Carlos Moser. Je pense qu'en description, il mettra les liens. Vous pourrez me retrouver par là. Voilà. Annie-Christelle, merci infiniment pour ta contribution. On a édifié beaucoup d'Africains aujourd'hui et on est très content pour ça. Merci à toi, Carlos. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Au besoin, reviens, n'hésite pas, que ce soit pour la procédure en général ou pour des aspects bien particuliers. Je suis disposée à répondre, il n'y a pas de souci. Alors, à vous qui nous écoutez, on va vous dire merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci de rester avec nous. Si vous voulez faire partie de nos invités, laissez-nous un commentaire ou alors contactez-nous. Nos numéros sont disponibles, que ce soit sur la chaîne YouTube ou alors sur la page Facebook, c'est Mana officiel, M-A-N-A. Et puis, il y a les numéros qui sont disponibles pour WhatsApp ou alors pour Telegram. On va se dire, rappelez-vous, soyez toujours les premiers anges du ciel sur la terre. D'ici à la prochaine émission ou à la prochaine vidéo, on va vous souhaiter une très belle santé. Au revoir.